Alors dans le TP, vous avez dû montrer comment l'organisation du cœur permet une circulation indépendante entre le sang riche provenant des poumons et le sang pauvre en O2 revenant des organes. Pour cela, recherche de l'organisation du cœur en TP5. Si les cœurs étaient en bon état, vous avez pu montrer que la circulation du sang se fait en sens unique, c'est-à-dire si on met l'entrée d'eau au niveau de la veine cave, elle ressort par l'artère pulmonaire. Par contre, si on met l'entrée d'eau côté artère pulmonaire, elle ne ressort pas au niveau de la veine cave, mais le ventricule se gonfle, on voit une petite goutte d'eau qui perle ici à sa surface. Donc la circulation se fait à sens unique dans le cœur. Pourquoi ? Eh bien, il suffit de disséquer le cœur pour comprendre sa structure et notamment voir qu'il y a une paroi ici entre les deux ventricules qui empêche le mélange des sangs entre les deux parties du cœur. Vous avez donc eu cette image que vous avez annotée en y notant en particulier la présence de valvules, de muscles qui permettent la contraction cardiaque et de tendons qui permettent de relier les valvules aux muscles. Un muscle beaucoup plus développé de ce côté que de l'autre, puisque ici, c'est tout le sang qui part par l'aorte qui est envoyé dans l'organisme. Donc voici les différentes annotations que vous aviez en corrigé dans le livre. Ce qui vous a permis de compléter ce texte, à savoir que le cœur est un organe creux, on l'appelle donc myo qui veut dire muscle carde, dont l'activité est cyclique. Un cycle dure environ 0,8 secondes. Il est formé de deux parties séparées par une cloison interventriculaire étanche qui empêche donc le mélange des sangs des côtés gauche et droit. Dans le cœur, la circulation du sang se fait à sens unique, donc grâce aux valvules auriculo-ventriculaires, donc entre les oreillettes et les ventricules, qui empêchent le sang de monter dans les oreillettes à chaque systole ventriculaire, c'est-à-dire à chaque contraction du ventricule, et d'autre part les valvules artérielles qui empêchent, elles, le sang artériel, bien évidemment, de redescendre dans les ventricules. Le côté gauche propulse le sang dans la circulation générale et le côté droit propulse le sang dans la circulation pulmonaire, d'où les différences d'épaisseur de muscles. Toute la circulation à partir du côté gauche qui a un muscle beaucoup plus important. L'activité des deux côtés du cœur est simultanée, permettant la réoxygénation de tout le sang issu des organes. Voici une image que vous avez à la page 212 de votre livre qui vous montre, comme vous l'avez vu j'espère, les valvules artérielles qui peuvent se fermer en rapprochant ces différentes parties ou être ouvertes comme ici. Ce qui amène à la notion 11, l'organisation anatomique du système cardiovasculaire et du cœur facilite l'apport privilégié de sang aux muscles. La conclusion de ce chapitre sera la notion 12, un bon état cardiovasculaire et ventilatoire, donc à la fois pulmonaire et cardiaque, et aussi concernant les vaisseaux, est indispensable à la pratique d'un exercice physique. Ce qui termine donc ce chapitre et nous amène à entamer le chapitre 3. Ce dernier chapitre de l'année va donc s'intéresser à un paramètre au cours de l'effort qui est la pression artérielle. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la pression artérielle qu'on abrégera ici en PA ? Eh bien, on va voir comment on la mesure, cette pression artérielle. Les premières mesures qui ont été réalisées ont presque 300 ans. En effet, Stephen Hallès, en 1733, a montré que le sang circule à forte pression dans les artères. Il a ici placé un tube
au niveau de l'artère carotide d'un cheval et il a vu le sang qui montait jusqu'à plus de 3 mètres de haut et donc montrant qu'il y avait une pression, on parlait de force du sang à cette époque-là. Les mesures et les variations de la pression artérielle, la mesure actuelle, qu'on appelle aussi la tension dans le langage courant, a une centaine d'années, elle date de 1905. Elle mesure la contre-pression exercée sur une artère par un brassard gonflable. On va en fait empêcher le sang de passer en gonflant le brassard, puis laisser baisser la pression jusqu'à pouvoir détecter grâce au stéthoscope un bruit lorsque le sang peut à nouveau circuler. Ce bruit sera le premier chiffre de la pression artérielle, qui est donc composée par 2 valeurs, la pression maximale qu'on appelle aussi systolique, c'est-à-dire au moment de la contraction du cœur, on entend alors passer le sang, qui est voisine de 12 cm de mercure ou 120 mm chez l'adulte. La pression artérielle minimale, elle, on l'appelle aussi diastolique, c'est le moment où l'on entend plus de bruit au stéthoscope, qui est d'environ 7 ou 8 cm toujours de mercure chez l'adulte. Ces valeurs varient d'un individu à l'autre selon, comme nous le montre ce document, le sexe, puisque les garçons ont une pression artérielle qui est de 12-13 en moyenne, alors que les filles sont plutôt à 10, 11, 12 pour la pression systolique. Donc varie selon le sexe, mais aussi selon l'âge, la pratique d'une activité physique, etc. La pression artérielle est maintenue constante au repos. Au cours d'un effort physique, elle s'élève, mais est toujours maintenue autour d'une valeur adaptée à l'intensité de l'effort fourni. À quoi est due cette pression artérielle ? Eh bien, elle est bien sûr due à l'activité cardiaque. Le cycle cardiaque va générer la pression artérielle. On a ici un graphique à la page 234 qui montre les cycles cardiaques, contraction, relâchement, contraction, relâchement. Chaque oscillation de la pression artérielle correspond à un cycle cardiaque. Donc un cycle, c'est une contraction, un relâchement, une systole, une diastole. La pression artérielle systolique correspond à la contraction du ventricule gauche et la pression artérielle diastolique correspond à son relâchement. Le tabac cause d'hypertension. L'hypertension, c'est une augmentation, une élévation permanente de la pression artérielle au-dessus de 14,9. Quand l'un de ces deux chiffres dépasse, on dit qu'on est hypertendu. Cette hypertension cause des dommages aux vaisseaux sanguins et le cœur, d'où les risques d'AVC, c'est-à-dire d'accident vasculaire cérébral, et d'infarctus du myocarde. Vous savez que fumer tue, comme il est écrit en gros sur certains paquets de cigarettes, mais avant de tuer, la nicotine provoque une vasoconstriction, donc une contraction des vaisseaux sanguins et donc une accélération du rythme cardiaque. Tout facteur augmentant le rythme cardiaque entraîne par conséquent une augmentation de la pression artérielle. Nous allons maintenant parler des expériences de Marey en 1859, il y a plus de 150 ans. Il avait trouvé déjà le dispositif, mais il n'était pas très pratique. Ce dispositif permettait à la fois d'enregistrer la contraction du cœur et en même temps la pression dans les artères, ici les artères du poignet. Et donc, en mettant en relation,
il a pu montrer que l'APA dépend de la fréquence cardiaque. Quand cette dernière diminue, la pression artérielle diminue et inversement. Enfin, l'insuffisance cardiaque et la pression artérielle. Vous avez un document à la page 235 de votre livre qui ne m'a pas été facile à analyser. Donc c'est pour cela que je suis allée chercher un autre document. Ce document nous montre une radio pulmonaire qui a été trafiquée puisqu'elle a été colorisée. Une radio, c'est en noir et blanc. Donc on a mis ici de la couleur rouge au niveau des poumons. Ce que l'on peut voir, c'est que le poumon gauche est beaucoup plus petit. Alors il semble toujours plus petit. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a le cœur qui occupe cet espace. Et le cœur qui est rempli de sang n'est pas visible. Enfin, il est en blanc sur la radiographie. Vous voyez le schéma correspondant ici. Et donc on a toujours l'impression d'avoir un poumon gauche plus petit que le poumon droit, ce qui n'est pas vrai, hein, il est aussi grand, mais c'est le cœur et son sang qui cachent sa visibilité, qui empêchent sa visibilité. Toutefois, dans cette radio, vous voyez que le poumon gauche est encore beaucoup plus petit. On n'a pas toute cette partie ici. Alors, ce qui veut dire qu'il y a une insuffisance cardiaque qui est due à une activité, un problème pulmonaire, qui est dû à un œdème pulmonaire, je vais y arriver, qui est dû à une insuffisance cardiaque. Je recherchais le document dans le livre, mais c'est indiqué ici. Donc ces insuffisances cardiaques montrent que c'est le débit de sang qui modifie la pression artérielle. Or, nous avons vu précédemment que le débit cardiaque, c'est la fréquence multipliée par le volume d'éjection systolique. Donc, une augmentation de la fréquence cardiaque entraîne donc une augmentation du débit cardiaque et donc une élévation de l'APA. On montre par des méthodes modernes ici qu'il y a un lien direct entre la fréquence cardiaque et la pression artérielle. Nous allons maintenant nous demander comment est contrôlée la fréquence cardiaque. Vous allez avoir à démontrer en TP que le contrôle de la fréquence cardiaque se fait par une boucle de régulation, tout comme l'installation de chauffage central chez vous régule la température qu'il fait dans votre domicile. Merci de votre attention.